5e épisode, des donations récentes permettent d'enrichir telle section du musée. Les pièces offertes sont insérées selon leur pertinence thématique, telles des notes sur la portée européenne du musée Napoléon Ier. Voyons d'abord la section Napoleone Re d'Italia, enrichie de 2 nouvelles œuvres. Je tiens à remercier Camille Leprince, éminent expert en céramique, singulièrement en porcelaine de Sèvres, pour le don généreux de cette miniature qu'il a acquise auprès d'un marchand romain à seule fin de l'offrir au musée Napoléon Ier, comprenant que cette iconographie extrêmement riche rentre en plein dans le champ du musée Napoléon Ier qui entend offrir à ses visiteurs un décodage des ressorts artistiques. Un homme se tient debout parmi un luxuriant paysage. Une végétation verdoyante occupe le premier plan. Un cours d'eau serpente au plan médian et des montagnes bleutées se dressent à l'arrière-plan. Sur la droite, une colline est couronnée d'une ville aux murailles dotées de tours crénelées. Cet homme nu, c'est Bonaparte, aux traits encore jeunes, représenté debout, vêtu d'une léonté volant au vent dans l'effort, dans une nudité héroïque, au sexe pudiquement masqué. Les pieds prenant assise sur le sol, le héros musculeux étreint, étouffe ou maintient hors du sol un monstre, à l'instar de l'hydre de Lerne qu'Hercule vainquit en empêchant de reprendre pied et force sur le sol. Cette bête monstrueuse est dotée d'une queue de félin, d'un corps d'enroulement de serpent, de 4 pattes griffues et d'une queue en dard démoniaque. De cette enveloppe en forme de dépouille d'une bête monstrueuse, de ce corps composite et bizarre, sortent 6 têtes, une d'animal et 5 d'humain. Une tête à la perruque poudrée de blanc, possible allusion à un aristocrate. Une tête coiffée d'un bonnet, peut-être un marat. Une tête féminine aux traits jeunes et aux cheveux noirs, une sorte de furie. Une tête aux cheveux ondulés et hérissés, tenant de la gorgone, c'est la dissension. Enfin, une tête au front doté de cornes démoniaques, engoulant un poignard, c'est le crime, dont le poignard menaçant est précisément à l'aplomb du coq. Au pied de cet Hercule se dresse un coq à la crête dressée. Ce coq, Gallus, représente la nation française qui salue la victoire d'un homme fort. À côté se développe un lierre, symbole d'éternité. Il y a là un rapprochement qui n'est pas anodin. Une tête dotée d'une perruque poudrée, allusion à un aristocrate des salons d'Ancien Régime, peut-être parti en émigration, ainsi que une tête coiffée d'un bonnet phrygien de sectionnaire du faubourg Saint-Antoine, par exemple. Ce rapprochement renvoie à une devise de Bonaparte qui disait « ni talon rouge » des aristocrates, ni bonnet rouge des jacobins, je suis national. Cette miniature campe le jeune Bonaparte au lendemain de la 2e campagne d'Italie qu'il a menée pour la 2e fois au-delà des Alpes. C'est probablement par un miniaturiste italien, sur une grande feuille d'ivoire, une scansion majeure de l'iconographie politique liée à Bonaparte qui, en mai 1804, deviendra Napoléon Ier. C'est un exemple de ces quelques pièces antérieures à 1804 qui permettent de montrer d'où sort Bonaparte. Bonaparte rétablit en 1800 la Repubblica Cisalpina qu'il avait fondée en 1797. Cette Repubblica Cisalpina se mue en Repubblica Italica, puis au printemps 1805 en Royaume d'Italie, Regno d'Italia. On sait que Napoléon avait 2 souverainetés, il était empereur des Français et roi d'Italie. C'est ce qu'exprime cette médaille qui est liée au voyage d'Italie à Milan
au printemps 1805 pour se faire couronner, et non sacrer, roi d'Italie au Duomo de la capitale de la Lombardie. Je tiens à remercier Claude Billman, défenseur du patrimoine, grand amateur de monnaie et de médailles, qui nous a offert 2 médailles. Nous allons parler ici de la première, qui est liée au couronnement de Napoléon comme roi d'Italie au printemps 1805. Cette médaille a été frappée à Paris sous la direction de Denon, qui, sur les papiers officiels à en-tête imprimés, affichait pompeusement son titre complet de directeur du musée Napoléon et de la monnaie des médailles. Cette médaille est liée au couronnement de Napoléon comme roi d'Italie en mai 1805. Les coins qui permettent d'obtenir l'image sur la médaille, les coins furent gravés à Paris par 2 Français, Bertrand Andrieux pour celui du droit et Louis Jallet pour celui du revers. Le droit offre la tête de Napoléon de profil regardant à droite, couronnée de lauriers noués par une bandelette à l'imitation de l'antique. Le revers, quant à lui, représente une couronne de ces rois lombards qui donnèrent leur nom à la province de Lombardie. Elle a la forme d'un bandeau horizontal orné d'arcatures renfermant des saints et des archanges et porte cette inscription: Agilulfus Gratia Dei Gloriosus, qui la rattache explicitement à Agilulf, roi des Lombards de 591 à 616. Le couronnement du nouvel empereur d'Occident comme roi d'Italie avait été prévu pour le 23 mai 1805, mais fut repoussé pour des raisons de lenteur dans l'exécution des préparatifs. À Milan, la cérémonie eut lieu 3 jours plus tard que prévu, le 26 mai 1805, dans le Duomo de Milan, en présence du complaisant cardinal Caprara, archevêque de Paris depuis 1802. Quelle date inscrire à l'exergue? Denon posa la question à Napoléon dans une lettre écrite à Milan le 31 mai 1805, soit après la cérémonie. Sire, j'ai l'honneur de présenter à votre Majesté 2 boîtes contenant les médailles frappées pour éterniser la mémoire du monument que vous avez élevé sur le mont Saint-Bernard à la gloire de Dezay, et celle de votre couronnement à Milan qui doivent servir à la monnaie des médailles de Paris de suite à votre histoire numismatique. Je prie votre Majesté de vouloir bien prononcer, relativement à ces dernières, si je dois y faire inscrire la date du procès-verbal de la cérémonie, 26 mai, ou celle du 23, qui est inscrite sur la médaille frappée à Milan. L'anachronisme est déjà établi. Votre couronnement a été fêté à Paris, annoncé dans toute l'Europe, établi dans la pensée de tout le monde pour le 23 mai. Votre Majesté veut-elle que je m'y conforme en laissant exister cette dernière date sur les médailles historiques? J'ai défendu qu'il fût vendu au public aucune de ces médailles et je vous demande votre ordre, sire, pour en autoriser la vente. On ne connaît pas la réponse de Napoléon, mais on a la médaille qui porte la date du 23 mai. Factuellement erronée, mais déjà diffusée par la communication. Communiqué, tel était l'objet même du narré numismatique de Sa Majesté. Cette vitrine est le fruit d'un extraordinaire concours de générosité de la part de la Société des Amis du Château de Fontainebleau comme d'initiatives privées. Elle rassemble des œuvres qui peuvent provenir des descendants d'un acteur de l'Empire soucieux de magnifier la mémoire de leur ancêtre, d'une famille de collectionneurs raffinés, d'un expert réputé dans son domaine, de professionnels désireux de refléter leur activité, ou tout simplement d'amateurs d'histoire qui veulent apporter leur pierre à l'édifice commun de la mémoire partagée. En partie basse,
nous avons regroupé des armes et notamment celles provenant de la donation de la famille Lapeyronie. Maître Lapeyronie était maître d'armes, il enseignait l'escrime à l'école de la gendarmerie nationale à Melun, proche de Fontainebleau. Lorsqu'il est décédé, sa famille a été soucieuse de porter sa mémoire et s'est tournée vers une institution publique voisine, le château de Fontainebleau, pour nous proposer de choisir parmi la foisonnante collection de Maître Lapeyronie les pièces susceptibles de nous intéresser. Quand je dis foisonnante, il y en avait plusieurs centaines. Ce que vous voyez là est donc le fruit d'une sélection qui a été menée avec le concours ô combien efficace de M. Bernard Croissy, grand expert d'armes. Vous avez un sabre de sapeur que l'on reconnaît évidemment à cette tête de coq qui termine la poignée, à ce mufle léonin qui est sur le nœud entre les quillons et à ce dos de lame qui est indenté et qui permet de scier. C'est un sabre de sapeur de la garde ou de la ligne d'une très très grande force parce qu'il reprend ce coq français que l'on trouvait au sommet des hampes des drapeaux des 14 armées de la Révolution avant qu'ils ne fussent remplacés par des aigles lors de la cérémonie du 5 décembre 1804. Ce sabre de sapeur, produit par la manufacture de Kligenthal en Alsace, côtoie un sabre d'officier de cavalerie légère, modèle en 11, dont la lame présente des motifs alors sur un fond d'acier bleui. Ce pistolet, produit par la manufacture impériale de Maubeuge et qui porte un poinçon 1811 EF pour Empire français, eh bien ce pistolet de gendarmerie à silex, modèle en 9, permet d'évoquer le rôle de la gendarmerie. Né en 1791, réorganisé en 1798 puis en 1801, la gendarmerie, répartie en brigades, est, sous la Révolution puis le Consulat et l'Empire, un outil efficace du maintien de l'ordre, de la surveillance du territoire et du contrôle des populations. Elle assure les missions de lutte contre le brigandage, de surveillance des routes et des marchés, de contrôle des voyageurs, d'arrestation de délinquants et de criminels et de poursuite des déserteurs. Les gendarmes circulent à cheval dans les campagnes, observent et écoutent les villageois et adressent chaque jour des rapports précis au préfet. Ces documents de détail, synthétisés à l'échelon central du pouvoir, renseignent l'empereur sur l'état d'esprit des habitants dans toute l'étendue du Grand Empire. Les armes ont bien sûr été choisies en fonction de leur sens, mais celles qui sont présentées dans cette vitrine renvoient aux 3 branches de la famille et sont des dons de Madame Coletta Lapeyronie, en mémoire de son défunt mari, de Madame Valérie Louis, en mémoire de son père, et de Jean-Baptiste de Sansonetti, en mémoire de son grand-père. En regard de ces pièces de la collection Lapeyronie est présenté un compas généreusement offert par monsieur et madame Cogent, ingénieurs, qui ont à cœur de nourrir le musée Napoléon Ier de pièces reflétant l'excellence scientifique de la France et un des ressorts du pouvoir de l'empereur. Eh bien, ce compas d'artilleur a le nom de son propriétaire qui est gravé dessus, c'est le baron Nègre, N-E-I-G-R-E, et il permet de mesurer le calibre des pièces de canon et le diamètre des boulets. Ce compas, de fabrication française, est en laiton aux 2 pointes renforcées d'acier. Sur l'autre côté, la partie supérieure ronde est repercée, évidée en forme d'accolade en haut et en forme de cœur en bas pour permettre la lecture de 2 règles graduées qui se correspondent, exprimées en pieds de France et en centimètres. La nécessité de ces 2 mesures, l'une provenant de l'Ancien Régime, l'autre officiellement adoptée en 1795, prouve que l'usage du système métrique ne s'impose que très lentement. Et je précise que cette donation
par monsieur et madame Cogent a été montée en concertation avec le musée de l'armée et singulièrement le lieutenant-colonel Philippe Guyot, chef du département de l'artillerie. Nous sommes deux institutions qui avons chacune un accent particulier et nous essayons de ne pas être redondants l'une par rapport à l'autre. Cette vitrine consacrée à la monnaie des médailles et aux arts précieux est un excellent exemple des enrichissements progressifs du musée Napoléon Ier au gré des donations. En 2021, M. Tariq Bouguerira, fondateur de la galerie Imperial Art, nous avait offert cet extraordinaire bas-relief en cire. Eh bien, en 2023, ce même Tariq Bouguerira a repéré dans une vente à Angers d'une sorte d'arrière-queue de l'atelier de l'orfèvre Martin-Guillaume Biennet, a repéré cet ensemble de deux médaillons, un qui est le modèle, cire sur ardoise, et l'autre un tirage en argent, les deux étant restés ensemble depuis le début du XIXe siècle jusqu'à 2023. La composition est simple, mais très équilibrée et dynamique. L'empereur se tient debout sur un char, la tête légèrement tournée vers l'arrière, comme invitant à le suivre. Il tient, dressé dans sa main gauche, un long sceptre qui se termine en globe sommé d'une aigle, tandis qu'il indique une direction de l'index de la main droite. Le front ceint d'une couronne de laurier, il est vêtu à la romaine. Loin de toute monotonie statique, le quadrige se déploie avec fougue. Si les jambes postérieures reposent sur le sol, disposées en 4 paires avec un léger dégradé pour esquisser la profondeur, les jambes antérieures sont projetées dans l'espace, celles du premier cheval en forte saillie, tandis que s'échelonnent celles des 3 autres chevaux, avec le même effet qu'une fougueuse charge de cavalerie. Les têtes, à la crinière taillée drue, sont distribuées avec variété. La première, tournée de côté et saillante, la dernière, de profil et cambrée vers le bas. L'animation de 2 queues fouettant l'air est renforcée par d'amples draperies enlevées par le mouvement. Cet effet de mouvement sur la droite trouve un écho dans les nuages de poussière tourbillonnants qui environnent le char sur la gauche. Au-dessus de ce quadrige plane, légèrement décentrée, une aigle romaine, aux ailes éployées et aux serres empiétant un foudre. Cette aigle, emblème adopté par le régime impérial, forme la pointe haute d'une sorte de triangle, dont le côté inférieur n'est pas droit, mais légèrement courbe, de façon à évoquer la surface du globe que foule l'empereur de son char et sur lequel il étend sa domination. Un tirage en argent extrêmement soigné a été exécuté, puis ciselé. La force concentrée du message pourrait correspondre à l'élévation à l'Empire, le 18 mai 1804, d'où la présence capitale de l'aigle impérial. Ou bien renvoyer à la conquête de Germanie, qui immortalisait dans l'espace public la colonne de la Grande Armée, érigée place Vendôme à partir de 1806. Ou bien, plus généralement, exprimer la notion intemporelle de grand empire en dilatation. Et de fait, si l'on compare ce bas-relief de 1802, qui repose sur une sorte de plinthe horizontale, avec ce médaillon qui repose sur une courbe, on comprend que c'est l'idée même de conquête et de dilatation du grand empire, fût-ce par hubris jusqu'à périr de son étendue. Pour poursuivre avec les générosités qui viennent nourrir le propos du musée Napoléon Ier en vue de son redéploiement, j'ai plaisir à mentionner dans cette vitrine Lendemain d'Empire que rien moins que 9 œuvres ont été mises en batterie le 2 décembre 2024. La caricature que l'on voit ici
qui est une création de Michael Woltz, un caricaturiste allemand particulièrement créatif, est une pièce produite à l'usage du marché français. Et elle appartient à une collection de 18 caricatures. Cette collection a été offerte par monsieur et madame Cogent, ingénieurs, et permet d'évoquer l'intense guerre graphique qui se joue devant l'opinion publique. Elles sont ici présentées par roulement tous les 3 mois. Je voudrais aussi souligner l'immense générosité de monsieur Philippe Copin, antiquaire et numismate, qui a offert rien moins que 6 pièces venant nourrir le propos de cette vitrine Lendemain d'Empire. La première tasse est décorée en grisaille de la scène de l'entrée à Paris de la duchesse d'Angoulême. Fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse de France, appelée Madame Royale et surnommée Mousseline la Sérieuse par sa mère, elle participa à l'expédition de Varennes en juin 1791. Elle fut enfermée au Temple du 13 août 92 au 19 décembre 95, d'où le surnom apitoyé d'orpheline du Temple qu'on lui donna. Elle connut l'exil à travers l'Europe, Vienne jusqu'en 1799, ensuite Mito en Courlande jusqu'en 1807, puis Hartwell en Angleterre jusqu'à la chute de Napoléon en 1814. Elle avait épousé en juin 1799 son cousin germain, Louis-Antoine, fils du duc d'Artois et titré duc d'Angoulême. Depuis la petite cour en exil du prétendant, son oncle Louis XVIII utilise son image de martyr de la Révolution et de nouvelle Antigone, fidèle au roi dans tous ses malheurs, afin de rallier à lui les royalistes et d'essayer d'intéresser les souverains européens à sa cause. Lorsqu'il fait son entrée à Paris, le 3 mai 1814, Louis XVIII est flanqué de sa nièce Marie-Thérèse, qui est le seul membre de la toute proche famille de Louis XVI à avoir survécu à la Révolution. Le médaillon de cette tasse s'inscrit dans ce mouvement de mise en exergue de la duchesse d'Angoulême. Dans une voiture attelée de 2 chevaux, dont l'un monté par un postillon aux longues bottes, la duchesse d'Angoulême, portant robe et chapeau à plumes, porte la main droite sur son cœur et se tourne vers les soldats au premier plan, saisis par cette présence, sur fond de baïonnettes et de 2 drapeaux blancs flottant au vent. Cette tasse repose sur une soucoupe peinte du portrait en grisaille de Louis XVIII, dont l'avènement signifie le retour de la maison de Bourbon et aux côtés duquel elle a fait son entrée à Paris le 3 mai 1814. La seconde tasse, elle aussi décorée en grisaille, a reçu une scène d'hommage de jeunes filles à la duchesse d'Angoulême. L'action se passe au palais des Tuileries, redevenu royal, sur fond de tentures murales où abondent les fleurs de lys et d'une grande croisée garnie de rideaux. Légèrement en avant d'un fauteuil qui fait allusion à son statut de membre de la famille royale, la duchesse d'Angoulême, se détachant de profil, fait bon accueil à un groupe de jeunes filles qui viennent lui offrir des fleurs présentées dans un opulent panier d'osier et en bouquet. Il s'agit là d'un topos. En son temps, la jeune Marie-Louise avait reçu aussi des hommages floraux au palais alors impérial de Compiègne. Cette paire de tasses, qui reflète l'actualité politique et le changement de dynastie, a probablement été produite après le 5 mai 1814, date de l'entrée à Paris, et avant le 19 mars 1815, date du départ de Louis XVIII devant le retour de Napoléon durant les 100 jours. Après les 100 jours et le retour de Louis XVIII, le 8 juillet 1815, c'est une autre iconographie qui eût été mise en avant, la tentative de résistance menée par la duchesse d'Angoulême à Bordeaux, ce qui lui valut un compliment de la part de Napoléon qui s'y entendait en bravoure. Napoléon lui décerna ce brevet, c'est le seul homme de la famille. La Restauration provoqua le ralliement des élites de l'Empire à la branche aînée des Bourbons de retour. Et cela est exprimé par cet objet, un fer adoré aux armes du deuxième duc de Massa, père de France. Le premier duc de Massa, qui fut grand juge,
c'est-à-dire ministre de la Justice, on continue de 1799 jusqu'en 1813, eh bien ce premier duc de Massa eut un fils. C'est le père qui reçut de l'Empire des armes, dont je vous lis la description héraldique. D'Hernine à la face de sable chargée de 3 alérions d'or, chargée du chef des ducs de l'Empire. Or, ce que l'on voit ici, c'est non pas la coiffe et le support qui expriment la qualité de duc de l'Empire, mais une couronne ducale renfermant un bonnet de pair de France. Ce fer a donc été gravé après le 10 juillet 1816 sous la monarchie constitutionnelle pour orner les livres de l'abondante bibliothèque accumulée par la famille de Massa. Et c'est le fer du deuxième duc de Massa, Sylvestre Régnier, d'abord comte de l'Empire pour la terre de Gronau, une dotation en Allemagne, puis deuxième duc de Massa au décès de son père en 1814. Je voudrais ici souligner la générosité de François Boudot de la Motte, qui a offert des ouvrages au chiffre R de Régnier, devenu duc de Massa, en souvenir de son parrain André Régnier, 5e et dernier duc de Massa. En quelque sorte, grâce à cette générosité familiale, le musée Napoléon Ier porte la mémoire de ce grand serviteur de l'État et de ce rouage essentiel du système napoléonien. Cette vitrine lendemain d'Empire, qui présente la succession des dynasties après Napoléon, la branche aînée, Louis XVIII et Charles X, et la branche cadette d'Orléans, cette vitrine vient de s'enrichir d'un buste d'un personnage peu représenté en France, c'est le maréchal Bernadotte, devenu par son habileté Charles XIV Jean, et qui a réussi à enraciner sa dynastie en Suède. Nous pouvons évoquer cette figure grâce à la générosité, là encore, de M. Philippe Copin, antiquaire et numismate, qui en 2 temps nous a offert ces pièces. D'abord cette médaille et ensuite 2 autres médailles et ce magnifique buste de Bernadotte. Bernadotte, surnommé le sergent Bellejambe, devenu général républicain, ministre de la guerre sous le Directoire en 1799, méfiant envers le pouvoir personnel pointant sous le consulat et a fortiori jaloux de l'élévation à l'Empire, Bernadotte, disais-je, nourrit toujours une animosité sourde contre Napoléon. Dans la lutte contre la 4e coalition, il eut l'habileté, en 1807, de ménager des soldats suédois faits prisonniers en Poméranie et de les renvoyer chez eux. Dans l'état de dissension intérieure et de déconfiture extérieure de la monarchie suédoise, il fut élu prince héritier de Suède le 24 août 1810 par les États généraux d'Örebro, qui pensaient ainsi se concilier les bonnes grâces de Napoléon. Loin d'entrer dans le blocus continental que voulait lui imposer l'empereur des Français via son ambassadeur Alquier, Bernadotte ne tarda pas à jouer sa propre partition et se rapprocha en 1812 du tsar Alexandre Ier. En 1813, il entra dans la coalition contre la France. Par le traité de Kiel du 14 janvier 1814, il se fit céder la Norvège, arrachée au Danemark, en compensation de la Finlande, arrachée à la Suède par la Russie en 1809. Le 5 février 1818, il devenait roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV Jean. Au rebours du tatouage programmatique et probablement légendaire « Mort au roi » censé orner sa poitrine. Bernadotte, maréchal de l'Empire, élu prince héritier de Suède sans avoir reçu de trône de la main de Napoléon, fut paradoxalement le seul Français capable de tirer son épingle du jeu en 1814-1815 et à parvenir à enraciner sa dynastie en Europe. 4 pièces permettent d'évoquer son action. Une première médaille marque le retour à la paix.
Elle est gravée par Moritz Frumery, qui était graveur en médaille, et frappée par un atelier suédois. Cette médaille présente au droit une composition emblématique de la Suède. L'étoile polaire rayonnante au centre, sommet d'une couronne royale fermée en haut et entourée sur chacun des trois côtés d'une couronne ouverte, allusion à l'union des trois couronnes scandinaves, Suède, Danemark, Norvège, du temps de l'union de Kalmar, de 1397 à 1523. Même après la dislocation de cette union, la Suède garda cet emblème. La Suède avait perdu la Finlande en 1809 au profit de la Russie, mais ayant mis la main sur la Norvège en 1814 au détriment du Danemark grâce à l'habile action de Bernadotte, il était d'autant plus opportun d'insister en 1815 sur cette dimension unitaire scandinave regroupant deux des trois couronnes. Au revers, un paysan âgé et barbu, pieds nus, plante un arbre bourgeonnant dans le sol à l'aide d'une pelle. Il s'agit de préparer l'avenir. L'inscription For efter kommande signifiant pour la suite. Cette médaille fut frappée sous les auspices de l'Académie royale des sciences. La date de 1815 est révélatrice. Après le fracas des armes qui ont déchiré l'Europe, une fois conclus les arrangements territoriaux du traité de Vienne, c'est le temps de la reconstruction. La prospérité, ici exprimée par l'arboriculture, va pouvoir renaître grâce à l'apport pacifique des sciences au pays du botaniste Linné, sous la direction bienfaisante du prince héritier. Une deuxième médaille marque la montée sur le trône de Charles XIV Jean. Cette médaille, légendée Charles XIV Jean, roi de Suède et de Norvège, couronné en 1818, offre au droit le profil à droite de Bernadotte, parvenu à son but. En grand manteau fourré d'hermine et la couronne royale sur la tête, il porte 3 colliers, des ordres royaux suédois, dont celui des Séraphins. Ce n'est plus le maréchal Bernadotte du 2 décembre 1804, un simple auxiliaire de la cérémonie du sacre et couronnement de Sa Majesté l'Empereur, mais un roi en titre qui règne en son nom. Au revers, une couronne composée d'une branche de laurier entoure la devise en norvégien « Folkets kärlek min belöning » l'amour du peuple est ma récompense. Cette médaille en argent a été frappée à l'occasion du couronnement de Charles XIV Jean, roi de Suède et de Norvège, dans la cathédrale de Trondheim. La ville de Trondheim est sise dans le royaume de Norvège, tout récemment uni à celui de Suède. La générosité de M. Philippe Copin nous permet de présenter un magnifique buste du roi de Suède. Et je tiens ici à remercier l'apport scientifique du docteur Lars Ljungström, conservateur en chef des collections royales suédoises, chargé des sculptures, et de M. Hans Ottomeyer, président du comité scientifique du musée Napoléon Ier, pour leur aide dans l'étude de cette pièce insigne. Le personnage représenté en buste est Bernadotte. Le visage est très légèrement orienté de 3/4 à gauche. De découpe triangulaire, le haut du corps est vêtu d'un uniforme fermé de boutons ronds et doté de lourdes épaulettes à torsade. Le grand cordon de l'ordre des Séraphins barre la poitrine du modèle, tandis que la croix de l'ordre de Charles XIII, ayant une couronne pour bélière, pend à son cou, légèrement de biais pour animer la pose. Enfin, une médaille biface, au coin gravé par le français Jacques-Jean Barre, offre d'un côté le profil à droite du roi régnant sur la Suède et la Norvège, légendé en suédois, et de l'autre le profil à droite de son fils, le prince héritier, lui aussi légendé en suédois, Josef Franz Oskar Sveriges och Norwegisch Kronprins. Le père est doté d'une lourde épaulette et bardé du cordon de l'ordre royal des Séraphins et porte au cou la croix de l'ordre de Charles XIII, tandis que le fils, prince héritier, qui porte un fringant uniforme au col déjà brodé de feuilles de chêne,
est lui aussi bardé du cordon et porte au cou la même croix de l'ordre de Charles XIII. Attitude, profil accusé, attribut, tout est mobilisé pour inscrire le fils dans les pas du père sur la voie qu'il lui a tracée. Enraciner cette dynastie des Bernadotte d'importation française dans la terre suédoise au rebours de la tentative avortée de Napoléon Ier. Quand le roi Charles XIV Jean mourut en 1844 à l'âge de 81 ans, son fils Oscar Ier lui succéda tout naturellement sans anicroche, à l'inverse des convulsions qui agitaient encore la France. En cette même année 1844, Louis-Napoléon, neveu de Napoléon et prétendant de la dynastie des Bonaparte, était alors enfermé au fort de Ham sous la monarchie de Juillet. En effet, le XIXe siècle est marqué en France par des convulsions politiques. Les Bourbons de la branche aînée sont chassés par les barricades de juillet 1830. Louis-Philippe Ier, roi des Français, est chassé par les barricades, aussi parisiennes, de février 1848. Une deuxième république voit le jour, qui est marquée par des convulsions, la répression de juin 1848 notamment, et s'achève par le coup d'État du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis, qui se fait élire sur son seul nom de Bonaparte et parvient à ses fins, c'est-à-dire le rétablissement de l'Empire en 1852. Et cette estampe, qui par contraste joue avec la caricature qui diffusait une satire de Napoléon et a sapé son pouvoir en 1813-1814, eh bien, par contraste avec la caricature, vous avez ici une estampe extrêmement louangeuse qui est composée à la gloire de Napoléon III, empereur des Français. Il a réussi son coup et a récupéré le titre de son oncle. Son portrait ovale s'inscrit dans une couronne de laurier et de chêne, hérissée de drapeaux sommés d'aigle. L'aigle, de même impérial, flotte en quelque sorte au-dessus de lui, tandis que dans la partie basse, on voit en évidence une couronne, une main de justice, une épée, la Légion d'honneur, le texte de la Constitution, ainsi que deux monuments sur lesquels intervint Napoléon, le Louvre, dont Napoléon Ier avait terminé la cour carrée, et l'Arc de Triomphe de l'Étoile, dont les fondations furent jetées le 15 août 1806, date de la Saint-Napoléon. Par cet artifice, le neveu vise à inscrire ses pas dans ceux de l'oncle, et c'est effectivement ainsi que, aux yeux de l'opinion, il entendait justifier son pouvoir. Et l'expression que l'on employait alors était le rétablissement de l'Empire, et non pas le Second Empire, qui est une expression d'historien. Cette estampe, qui date de 1852, fait partie de ces quelques pièces qui évoquent les lendemains d'Empire, car l'intention du musée Napoléon Ier est de tendre la main au musée du Second Empire, qui est abrité par le palais naguère impérial de Compiègne, dans une logique de réseau entre musées français.